Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui au problème d'hydrocéphalie complexe de l'enfant et ces situations souvent difficiles qui nécessitent plusieurs interventions ou une combinaison de plusieurs interventions. On va étudier dans un premier temps les hydrocéphalies tumorales qui sont parfois traitées uniquement par l'exérèse de la tumeur, mais pas toujours. Et il y a des situations particulières, comme on va le voir. L'hydrocéphalie associée au Chiari. Ensuite, le caillotage ventriculaire, qui est une des principaux fournisseurs d'hydrocéphalie nécessitant une valve chez les petits. Des hydrocéphalies cloisonnées, qui peuvent être la conséquence d'une hydrocéphalie hémorragique ou méningitique, essentiellement. Ensuite, la problématique de la disproportion crânio-encéphalique et comment est-ce qu'on peut la gérer. Ensuite, les problèmes d'hydrocéphalie infectée, avec en particulier des germes atypiques et ou non conventionnels. Et puis, les cas où on fait endoscopie plus autre chose pour optimiser le traitement. Alors d'abord, quels sont les moyens dont on dispose pour traiter cette hydrocéphalie? Les traitements médicamenteux, bon, c'est mis entre parenthèses parce que les diurétiques sont d'une efficacité très très minime, voire même nulle. Et sinon, il n'y aura pas besoin d'opérer ces patients. On se dit qu'il y aura peut-être à l'avenir des traitements ciblés dans certaines pathologies, mais on n'en est pas encore là. Alors, le traitement de la cause, c'est certainement la solution la plus séduisante dans certaines tumeurs, comme on va le voir. Dans la malformation de Chiari, on peut se poser la question, mais souvent, on est dans des situations d'urgence. On ne peut pas attendre l'efficacité ou la mise en œuvre d'un traitement qui est lourd, et c'est souvent pas suffisant. Alors, la ponction lombaire, c'est quelque chose qui peut aider. Ça peut être un coup de pouce dans certains cas, ou pour passer une étape dans certaines pathologies hydrauliques, notamment dans les traumas. Dans certains cas, on peut améliorer l'efficacité du drainage lombaire en mettant un drain lombaire externe, voire même un drain lombo-péritonéal. Mais c'est à double tranchant parce qu'on peut entraîner une hypotension intracrânienne. Alors après, il y a différents drainages, les drains ventriculaires, les drainages externes, et les valves ventriculo-péritonéales, les drainages kysto-péritonéaux, sous-duro-péritonéaux, les drains lombo-péritonéaux qu'on vient de mentionner. Et il y a l'endoscopie qui est certainement la solution la plus élégante et la plus idéale souhaitable, mais qui n'est malheureusement envisageable que dans un tiers des cas d'hydrocéphalie de l'enfant à peu près. Alors, l'historique des traitements de l'hydrocéphalie, ça a commencé justement avec l'endoscopie au début du XXe siècle, où Victor Lespinasse avait opéré deux patients, dont un a survécu. Donc c'était vraiment l'époque héroïque, mais on n'avait pas d'autres solutions à cette époque. Et c'est il y a maintenant une centaine d'années que Walter Dandy a décrit la plexectomie endoscopique. Donc c'était dans des ventricules qui étaient bien sûr très dilatés, où il a commencé à opérer des enfants en retirant le plexus. Malheureusement, on sait maintenant que la plexectomie, c'est souvent pas suffisant, mais en tout cas, c'était déjà une avancée. Et puis, c'est que dans les années 50 qu'ont été développées des valves avec initialement un concept de valve à pression différentielle, dont on est toujours un petit peu prisonnier parce qu'on a essayé d'améliorer ces valves à pression différentielle alors que fondamentalement la pression dans le crâne, elle est variable. Et donc, c'est dans les années 80 que Christian Santrose avait mis au point une valve à débit constant, qui était certainement un progrès dans une meilleure compréhension de la physiopathologie de l'hydrocéphalie et des solutions à proposer. Et à peu près dans la même période, se sont développés des endoscopes dédiés, donc des neuroendoscopes qui ont vraiment changé la donne. Malheureusement, c'est l'endoscope qui était le plus utilisé a été retiré du marché par le fabricant. Et les valves à pression à débit constant sont elles aussi fortement menacées actuellement pour des raisons commerciales. Alors tout d'abord, l'hydrocéphalie tumorale. L'hydrocéphalie tumorale, donc elle est complexe parce qu'il y a une tumeur, il y a une hydrocéphalie, il faut s'occuper des deux problèmes. Est-ce qu'on peut les régler en même temps? Ça peut être fait dans le cas très particulier du papillome du plexus choroïde, comme on voit ici. On a cette tumeur qui sécrète du liquide, on va retirer la tumeur et dans l'idéal, on a traité l'hydrocéphalie. Maintenant, c'est quand même une opération lourde. Ça peut nécessiter dans un premier temps de mettre un drainage externe, mais qui est très sujet à caution parce qu'on risque de drainer plus d'un litre de liquide chez un bébé qui est très petit. Et, euh,
et une fois qu'on a enlevé la tumeur, le problème n'est pas forcément résolu parce que ce sont des bébés qui ont facilement tendance à développer un épanchement sous-dural qui peut nécessiter un drainage sous-dural externe, voire interne. Enfin, en tout cas, on essaie autant que possible d'éviter les valves chez ces patients, surtout en préopératoire, parce que ce sont des valves qui ne vont jamais suffire à drainer suffisamment de liquide et qui risquent d'entraîner des fuites et une acide, enfin toutes les complications possibles. En tout cas, la chirurgie n'est pas forcément la solution qui va résoudre tous les problèmes chez ces enfants. Autre problème des hydrocéphalies tumorales, c'est les obstructions intraventriculaires par des tumeurs de fosse postérieure. Donc, idéalement, on va faire une ventriculocysternostomie préopératoire, ce qui va régler rapidement le problème de l'hypertension intracrânienne et on pourra secondairement s'occuper de la tumeur en fonction de l'indication retenue. Dans certains cas, ça va être une dérivation ventriculaire externe, en particulier chez les petits nourrissons. Est-ce que l'abord direct de la tumeur permet de résoudre l'hydrocéphalie? Ben, pas toujours, parce qu'il y a c'est des patients qui vont parfois nécessiter en post-opératoire de faire un drainage, soit une valve, soit une endoscopie. En tout cas, ces patients-là ne vont pas forcément être guéris uniquement par l'exérèse de la tumeur, c'est clairement. Maintenant, il y a des tumeurs ventriculaires qui normalement pour lesquels la chirurgie, la tumeur va guérir l'hydrocéphalie dans la plupart des cas. Dans ces cas-là, même c'est souvent prudent de mettre en place une dérivation ventriculaire externe parce qu'il y a un risque de blocage ventriculaire post-opératoire avec un risque vital pour le patient. Maintenant, il y a les tumeurs du troisième ventricule qui sont souvent traitées par des chimiothérapies. On va faire le rôle de l'exérèse est limité, mais dans certains cas d'hydrocéphalie rebelle, notamment quand il y a des obstructions de valves répétées, ça peut être une indication d'un débulking du contingent intraventriculaire de la tumeur qui va permettre de fenestrer très largement le troisième ventricule dans les citernes. Donc c'est une opération majeure, mais qui est justifiée par le risque de cette hydrocéphalie qui est particulièrement dangereuse pour le patient, puisqu'il y a un gradient de pression qui s'exerce au niveau du diencéphale et du mésencéphale. Alors, dans l'hydrocéphalie du Chiari, quel est l'œuf, quelle est la poule? Est-ce que c'est le Chiari qui cause l'hydrocéphalie ou est-ce que c'est l'inverse? On peut voir les deux situations et dans certains cas, on a beaucoup de mal à faire la part des choses. Pour illustrer, j'ai mis cette observation d'un enfant de 2 ans et demi qui avait présenté une fracture du rocher. Il avait dans ses antécédents une prématurité avec une méningite à la naissance qui n'avait pas laissé de traces apparemment mais possiblement des cervicalgies. Et très peu de temps après son traumatisme crânien, il a installé des vomissements, une bradycardie, donc il était semble-t-il en hypertension intracrânienne, une rhinorrhée qui traduisait une brèche durale au niveau du rocher drainé par la trompe d'Eustache. Et il a très vite présenté une méningite. Donc, hydrocéphalie infectée, seule solution, c'était de mettre en place un drainage externe. Donc, il y avait des ventricules qui n'étaient pas très dilatés, évidemment. Le liquide se drainait par le nez. Malgré tout, donc, on a mis cette dérivation externe, il était antibiosé, ce qui a permis de guérir l'hydrocéphalie et de contrôler la pression intracrânienne. Malheureusement, on n'a pas pu faire de sevrage de la dérivation externe parce qu'il y avait une hypertension intracrânienne qui récidivait avec risque de fuite. Et donc, on a fait un abord de la fosse postérieure, d'une décompression de la charnière crânio-cervicale qui a permis de tarir la dérivation externe et de ne pas avoir de récidive de cette hydrocéphalie. Donc, manifestement, dans ce cas-là, c'est la malformation de Chiari qui était à l'origine de l'hydrocéphalie. Donc, c'est l'hydrocéphalie qui était l'œuf et non pas la poule. Maintenant, le caillotage ventriculaire, donc comme j'ai dit, c'est la cause la plus fréquente d'hydrocéphalie en pédiatrie actuellement. Et là, on sait qu'on s'engage dans des processus souvent complexes avec des réinterventions chez ces enfants souvent très petits. Alors, l'hydrocéphalie post-hémorragique du prématuré, on a des mesures d'attente qui sont la dérivation ventriculaire le moins possible, hein. On essaie de réserver ça aux situations d'hydrocéphalie infectée. Les drainages ventriculo-sous-péritonéaux sans valve, c'est une technique qu'on n'utilise plus parce qu'il y avait un taux de complications qui était important, du fait notamment de l'abord abdominal chez ces enfants très petits. Et puis, la technique qui est la plus utilisée actuellement chez des enfants qui ont un gros caillotage ventriculaire, c'est le drainage ventriculo-sous-galéal, qui lui aussi a une durée limitée. C'est une mesure d'attente. Si on le laisse longtemps, ben voilà un petit peu le cathéter qui sert d'expandeur cutané.
On promeut actuellement de plus en plus le lavage endoscopique, mais c'est pas évident de mettre en place une endoscopie chez un enfant tout petit. En tout cas, toutes ces mesures d'attente, ça suppose d'avoir une possibilité de valver le patient en fin de parcours. Il ne faut pas espérer qu'on pourra faire l'économie d'une valve un jour, mais ça permet de mettre cette valve dans des bonnes conditions et que ça puisse marcher du premier coup et pas partir dans d'autres complications. Et chez ces patients, notamment ceux qui ont une entérocolite ulcéro-nécrosante, parfois le péritoine n'est pas disponible. Et dans certains cas, s'il nécessite une nutrition entérale continue, on peut se retrouver dans un cas où on ne pourra même pas mettre la valve en jugulaire. Donc il y a des situations qui peuvent être totalement sans issue. Maintenant, les hémorragies chez les enfants plus grands, notamment les ruptures de malformations artério-veineuses, ben dans ces cas-là, on met une dérivation ventriculaire externe. Clairement, il faut faire attention où on met son cathéter, hein, qu'il ne soit pas au contact de la malformation. Et dans un second temps, ça peut être nécessaire de mettre une valve. Dans certains cas, on a un caillotage ventriculaire tel que une dérivation sera inefficace et on fait un décaillotage ventriculaire chirurgicale suivie d'une dérivation ventriculaire et on peut discuter également dans certains cas d'un lavage endoscopique. Maintenant, les hydrocéphaliques cloisonnées, donc c'est souvent la conséquence d'une hémorragie ventriculaire ou d'une infection ou les deux. Et on peut se poser la question d'une reperméation endoscopique. Alors au niveau du foramen de Monro, c'est risqué, hein, on risque d'abîmer le trigone, de faire saigner la veine thalamostriée. Et dans certains cas, on fait beaucoup plus volontiers une septostomie endoscopique. On va contourner l'obstacle et on va faire une ouverture en cadran de téléphone, comme on dit, suivant les téléphones du XXe siècle. Maintenant, l'aqueduc du Sylvius, ben, on peut essayer de le reperméabiliser, mais on fait plus souvent une ventriculocysternostomie endoscopique. Donc, dans certains cas, on peut mettre un stent dans l'aqueduc, par en haut ou par en bas, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis, les foramen de Louchka, là, c'est pareil, on ne va pas aller reperméabiliser les foramen de Louchka, on va surtout faire une ventriculocysternostomie endoscopique. Donc, alors après, on peut se poser la question, quand est-ce qu'il faut proposer un décloisonnement ventriculaire? Bon, bien sûr, si les cavités sont sécrétantes, hein, à partir du moment où il y a un plexus choroïde, ça risque de renouveler le liquide. Quand il y a des occlusions récurrentes dues à un liquide albumineux, ça peut être nécessaire de faire un décloisonnement. Et puis, quand on a un sepsis cloisonné, on va faire communiquer les cavités pour que tout soit drainé par un drainage externe et ensuite par une seule valve. Et donc ici, c'est un exemple d'un kyste de l'incisure tentorielle qui a été fenestré en endoscopie. Et on voit que le liquide dans la cavité a une coloration totalement différente du liquide cérébrospinal. On voit qu'il est on voit qu'il commence à envahir les ventricules et on voit ce liquide jaune là qui va totalement changer l'atmosphère de l'endoscopie. Voilà. Maintenant, quand on a un V4 exclu, donc ça, c'est un exemple particulier d'un nouveau-né qui avait une hydrocéphalie post-hémorragique, qui a été opéré plusieurs fois, et qui, à l'âge de 4 mois, mais en fait seulement un mois en âge corrigé, il a développé ce volumineux kyste du quatrième ventricule qui se développait au-dessus de l'incisure tentorielle. Et donc, on a eu l'idée, dans un premier temps, de faire une endoscopie pour faire communiquer ce quatrième ventricule avec le ventricule latéral, où se trouvait la valve. Et donc, on voit que ça a fait un orifice là où on voulait. Malheureusement, ça s'est refermé très rapidement. On a renouvelé l'expérience, mais ça s'est rebouché tout de suite. Et finalement, on a fait une fenestration endoscopique de l'aqueduc par en bas, en passant par ce quatrième ventricule dilaté, puisqu'on ne pouvait pas passer au-dessus, puisque les ventricules étaient petits, et suivi de la mise en place d'un stent dans l'aqueduc qui était ainsi reperméabilisé. Et on voit sur l'imagerie de contrôle la position du stent dans l'aqueduc et la position du cathéter ventriculaire qui était visible sur l'endoscopie. Maintenant, les problèmes de disproportion crânio-encéphalique, qui sont un résultat de l'hyperdrainage, hein, donc qui arrive beaucoup plus souvent avec des valves à pression différentielle, ça va se manifester par une microcranie progressive. On peut assister, comme ici, à un cas assez exceptionnel d'un enfant qui avait eu toute une série de scanners qui montre une fermeture progressive de toutes les sutures et qui réalise à l'âge de 4 ans une oxycéphalie iatrogène avec une stagnation du périmètre crânien. Il peut y avoir une augmentation du périmètre crânien. Ça peut se manifester également par des obstructions de valves récurrentes, parce qu'en fait, les ventricules sont tellement petits
que dès qu'on va déboucher les cathéters ou en mettre un nouveau, il va se mettre au contact des parois du ventricule et se boucher de nouveau. Il peut y avoir un œdème papillaire ou pas. Et ça peut être une indication de monitoring de pression intracrânienne parce qu'on a ces valves qui hyperdrainent et c'est parfois difficile de se faire une opinion. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une hypopression ou d'une hyperpression, sachant qu'il peut y avoir une alternance des deux. Et donc, si on a un monitoring qui montre une pression basse, alors que le patient n'a pas ces céphalées, ben, ça peut être un faux négatif et ça peut être justifié de refaire un monitoring quand l'enfant est de nouveau céphalalgique. Et puis, on peut avoir des pressions intracrâniennes extrêmement élevées, comme ici, vous voyez, qui montent jusqu'à 80. Et donc, là, dans ces cas-là, le traitement, c'est un traitement combiné avec une cranioplastie pour augmenter le volume crânien, libérer ces citernes, et un changement de valve pour mettre une valve à débit différentiel. Et on a une augmentation du périmètre crânien euh, tout à fait significative. Maintenant, les problèmes d'hydrocéphalie infectée, donc là aussi, ça va souvent déboucher sur des tentatives multiples peuvent être très, très prolongées, hein. C'est des séjours qui peuvent durer plus d'un mois chez ces enfants, voire même plusieurs mois. Donc, les hydrocéphalie cloisonnée, il faut bien sûr drainer. Il faut décloisonner autant que possible pour simplifier l'hydrocéphalie. Et l'endoscopie peut avoir sa place alors que ce sont des hydrocéphalies en principe dites communicantes. Mais malgré tout, ça peut être nécessaire d'aller nettoyer le contenu ventriculaire. Ici, on est dans une corne occipitale où il y a un globule de pus qu'on est allé chercher par endoscopie. Et puis, ça peut être une indication également de reperméation de l'aqueduc de Sylvius. Là, on ne va pas laisser le cathéter parce qu'on est encore dans un milieu septique. On ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la durée de vie de cet aqueduc, mais ça peut aider pendant une période. Et puis, on fait on fait une ventriculocysternostomie endoscopique. On peut avoir une bonne surprise, comme ici, où les espaces arachnoïdiens paraissaient bien perméables. Et puis, on a des infections qui sont particulièrement difficiles à traiter. Ce sont les infections à candida. Ici, c'est un ancien prématuré qui avait développé cette prise de contraste dans les nourrices centraux. Et puis, rétrospectivement, en période néonatale, on avait cette prise de contraste qui avait été un petit peu négligée, manifestement. Et puis, à l'âge de 2 ans, il avait évolué avec une obstruction de sa valve, avec une hydrocéphalie cloisonnée et infectée. Et on a fini par identifier sur un prélèvement anapathe, hein, donc par une craniotomie, la présence de candidats dans les tissus prélevés qui ont cultivé à Candida albicans. Donc il y avait une albuminorachie qui restait toujours très élevée, à 20 grammes, ça c'est assez caractéristique de ce type de complications. Et donc, impossibilité de mettre en place une valve chez ce patient avec une albuminorachie pareille. Donc, on a mis en place un drainage ventriculo-péritonéal sans valve. Et on a fini, au bout d'un an de traitement antifongique, par mettre en place une nouvelle valve. Donc, vous voyez, il a cette valve du côté gauche, hein, c'est une valve à pression différentielle avec un réservoir, et un drainage sans valve à droite avec un réservoir pour éventuellement fonctionner en cas de besoin. Et puis finalement, la plexectomie, c'est une solution à laquelle on peut avoir recours quand on a épuisé un petit peu toutes les solutions, pour essayer d'assécher un petit peu ces cavités ventriculaires, de les faire communiquer. Ici, c'est l'exemple d'une grande fille qui avait une valve en raison d'un kyste anténatal, qui a fait une infection hématogène apparemment due à une tuberculose à Mycobacterium bovis à l'âge de 14 ans avec une acide tuberculeuse comme on voit en haut à gauche qui s'est secondairement fistulisé à la peau avec un genre d'écrouelle autour de la valve et une hydrocéphalie cloisonnée. On avait fait de multiples tentatives et finalement, c'est que en faisant une plexectomie par abord chirurgical qu'on a pu, qu'on a pu assécher cette hydrocéphalie. On voit sur les vues opératoires des espèces de tubercules visibles macroscopiquement et finalement remettre une valve. Alors, il faut noter que quand on fait une plexectomie, on réduit effectivement le débit du liquide cérébrospinal et que si on revalve le patient après, il ne faut pas forcément remettre une valve avec un débit standard. Dans ce cas-là, avec le débit standard, ça avait donné un drainage, un épanchement sous-dural et il avait fallu remplacer la valve par une valve à pression à débit faible, comme on en donne, qu'on met en place dans les hydrocéphalies chroniques de l'adulte.
Alors, l'endoscopie plus, c'est l'endoscopie plus une autre mesure thérapeutique, que ce soit une craniotomie ou une valve. Donc, il y a des indications limites de la ventriculocysternostomie, comme je l'ai dit, hein, notamment dans des hydrocéphalies qui sont apparemment communicantes. Donc normalement, la ventriculocysternostomie, elle n'est indiquée que dans les hydrocéphalies obstructives avec une obstruction intraventriculaire et pas avant 6 mois. Mais en pratique, comme je l'ai dit, ça permet de simplifier une hydrocéphalie complexe et finalement de ne poser en définitive qu'une seule valve chez le patient. Donc ça, c'est un exemple d'hydrocéphalie post-hémorragique. On voit les traces d'hémorragie, on voit l'obstruction de l'aqueduc. Et puis dans les hydrocéphalies post-méningistiques, vous voyez, là, on fait une plongée dans le pus pour aller nettoyer un petit peu ces ventricules et essayer de simplifier cette hydrocéphalie complexe. Et puis, ça peut être nécessaire également, bien sûr, quand on a un cathéter qui est perdu dans les cavités ventriculaires et qui est contaminé. Alors, il y a des protocoles qui ont été proposés de valver et faire une ventriculocysternostomie dans le même temps chez un enfant. Le rationnel, c'est que la valve se bouchera un jour, mais que c'est à ce moment-là que la stomie sera activée. En pratique, si la valve fonctionne, il y a de fortes chances que la stomie se referme et que au moment où on aurait besoin de refaire une stomie, les ventricules seront devenus fentes du fait du drainage par la valve et que donc on ne pourra plus faire de ventriculocysternostomie endoscopique. Malgré tout, il y a des observations qui sont un peu troublantes. Ici, c'est un enfant à qui on avait fait une ventriculocysternostomie à l'âge d'1 mois. C'était un peu téméraire. Et d'ailleurs, elle avait développé un épanchement sous-cutané volumineux et finalement, fallu lui mettre une valve. Et puis, le jour où elle avait bouché sa valve, eh ben, on s'est rendu compte qu'il y avait un flux dans l'aqueduc et finalement, elle a terminé en étant plus valvée avec une ventriculocysternostomie perméable. Donc, c'est quand même une possibilité. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le dysfonctionnement de valve pour l'enfant, ça va être peut-être une occasion de devenir shunt indépendant, hein. On dit que les difficultés des shunts, c'est en fait les opportunités de l'endoscopie. Euh, Parce que c'était un enfant qui avait été valvé alors qu'il avait une hydrocéphalie obstructive, mais qu'il était trop petit pour avoir une endoscopie. Et au moment où il bouge sa valve, bah, les ventricules se dilatent, et là, on peut faire une endoscopie. Donc l'endoscopie peut servir dans le cadre d'une procédure de sevrage de valve. Et ça peut être intéressant dans ces cas-là de faire une ponction lombaire en fin de bloc pour amorcer la pompe, pour forcer le liquide à circuler à travers la stomie. Donc là, c'est un exemple d'un enfant qui avait une obstruction extraventriculaire, donc à la sortie des foramen de Louchka. Et puis, il allait très bien, mais un beau jour, il a fait une péritonite due à une perforation d'un diverticule de Meckel. Donc là, ça n'avait rien à voir avec sa valve. Toujours est-il qu'il a dû être externalisé pendant plusieurs semaines et on s'était dit, bon, on va faire une ventriculocysternostomie et qui a très bien marché et il n'a jamais été aussi bien qu'une fois qu'il avait sa ventriculocysternostomie endoscopique. Donc en conclusion, je pense avoir démontré suffisamment que l'hydrocéphalie, c'est une maladie qui est faussement simple. Ça peut justifier des opérations majeures, hein, des craniectomies, des craniotomies, des cranioplasties, des résections de tumeurs. Et il faut retenir que le dysfonctionnement ou l'infection de valve, ça peut être une opportunité pour devenir un shunt indépendant. Donc, l'expertise dans le domaine des valves, ça suppose d'avoir une caisse à outils suffisamment importante pour avoir de nombreuses techniques disponibles. Et il faut retenir que, comme disait Niels Bohr, un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs possibles qui peuvent être faites dans un étroit champ de compétences. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et vous pouvez retrouver d'autres cours en ligne dans la playlist Hydro sur YouTube. À bientôt.